Ce que je vais vous dire ne va très certainement pas vous plaire, mais le burn-out est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Il y a 7 ans, j'étais dans cet état. Plaques rouges partout, plus le temps passe, plus je suis profondément triste, je suis très fatiguée, j'ai une boule au ventre avant d'aller travailler et je suis là sans être là. Bref, c'était l'enfer sur Terre. Vous m'auriez dit à l'époque que ce burn-out allait être un cadeau, je vous aurais très certainement rayonné. Et puis j'ai passé des années à décortiquer pourquoi ça m'était arrivé. Pourquoi je refusais de lâcher alors que mon corps me disait clairement d'arrêter. Et ce que j'ai découvert va peut-être vous surprendre. L'idée, c'est de vous raconter un peu mon histoire et comment j'ai transformé cette expérience en nouveau point de départ. Parce que 10 ans après mon burn-out, on peut dire que je suis passée de « je subis ma vie » à « je vis ma meilleure vie ». Et en plus de ça, j'accompagne les autres à ne plus subir. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que le burn-out dit de vous? Quelque part à travers cette vidéo, je vous partage ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque. Avec un objectif, ne plus voir le burn-out comme une faiblesse à cacher, mais plutôt comme une boussole qui vous indique précisément là où vous devez vous reconstruire pour vivre aligné et épanoui. Clairement, à l'époque, il y avait plein de signaux que j'ignorais. Et peut-être que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aussi, vous ignorez ces mêmes signaux ou qu'il y en a d'autres que vous avez mis de côté. Pour vous remettre dans le contexte, à l'époque, j'avais 27 ans, j'étais à l'export. Mon job, c'était de développer l'Europe, d'aller rencontrer des hôtels, des grands magasins pour faire référencer mes produits. J'étais en déplacement quasiment toutes les semaines, où je me levais à 4h du matin, je revenais à 22h et j'étais au boulot à 9h le lendemain. Et j'adorais ça. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo sur la toxicité, mais je vous rappelle ici le déclencheur. Un jour, j'étais en déplacement à Malte, 19h dans ma chambre d'hôtel. Je me prépare pour aller dîner avec des commerciaux. Et là, je reçois un appel du PDG qui me dit « Tu vas avoir une nouvelle manager, 2 possibilités, soit tu la formes, soit tu t'en vas ». Je me revois encore sortir de l'hôtel et me diriger vers le restaurant, complètement sonnée, entre colère et tristesse. Bref, je vous laisse imaginer la poker face que j'ai dû faire au dîner. Elle est arrivée quelques jours plus tard avec un objectif s'imposer et moi j'étais clairement sur la défensive. On s'est donc retrouvés dans une espèce de relation toxique, dans un écosystème pas très sain, avec une histoire qui se termine clairement pas très bien pour moi. Quelques mois se passent et je vois apparaître sur mon corps des plaques rouges. Plus le temps passe, plus je suis profondément triste, je suis très fatiguée, j'ai une boule au ventre avant d'aller travailler et je suis là sans être là. Mais je m'accroche parce que pour moi il était hors de question de partir et clairement j'étais pas du tout à ce stade-là dans ma réflexion. Les premiers signaux viennent de mon entourage. Mon mari qui me disait « Mais Marine, t'es plus du tout la même, arrête !» Ce à quoi je répondais souvent « Tu ne comprends pas, je suis en train de construire mon avenir. » Ma sœur qui me disait « T'es au bord du craquage » et moi qui lui disais « T'inquiète pas, je gère, c'est temporaire. » Est-ce que vous aussi, vous avez déjà senti ce décalage entre vos mots qui disent « Je gère » et l'intérieur qui sent clairement qu'il y a un truc qui va pas? Et ben j'étais clairement comme ça, le déni total. Je m'en souviens quand même d'avoir essayé d'en parler à ma manager. Mais j'étais pas entendue. Et moins j'étais entendue, plus je pensais que c'était moi le problème, plus je m'accrochais. Jusqu'à ce que j'arrive chez le médecin pour quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Il me regarde et il me dit « Oula, vous avez l'air fatigué. Vous dormez ?» Et il m'ausculte, il commence à passer sa main sur mes bras et il me dit « Mais vous savez qu'on pourrait cuire des œufs sur votre corps? Comment vous faites pour tenir ?» Moi, sur le coup, je lui dis « Bon, c'est rien, effectivement, c'est un peu chaud, mais ça va passer, c'est peut-être des allergies. » On discute pendant un petit moment, et là, boum, il décide de m'arrêter 3 semaines. Je rentre chez moi et je passe ces 3 semaines avec cette phrase en boucle. À 27 ans, c'est pas possible d'être arrêté. Je retourne chez mes parents, 3 semaines se passent, je continue à pleurer, j'arrive un petit peu mieux à dormir, et je retourne au boulot. Une des premières choses que je fais en arrivant, c'est de demander un point à ma manager. Je lui raconte ce que le médecin m'a dit, je lui dis qu'il faut qu'on trouve un équilibre parce que moi j'étouffe et j'en peux plus. Et sa réponse, elle m'a juste foudroyée. Elle me dit « Arrête de te plaindre Marine, ce que t'as sur le corps, c'est des allergies. » Et là, j'explose. Cette phrase a clairement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je crois que ce qui m'a complètement détruite, c'est que j'avais l'impression de faire des efforts surhumains et qu'en face, j'avais absolument rien. Et le pire, c'est qu'elle faisait ce que je me faisais à moi-même, elle minimisait ma souffrance. Ce que je ne savais pas encore, c'était que ce déni n'était que le symptôme d'un problème bien plus profond. Un problème qui remontait en plus bien avant qu'elle n'arrive. Alors accrochez-vous parce qu'en termes de révélation, je suis tombée de 36 étages. Quelques jours plus tard, je retourne chez le médecin pour un suivi et là, boum, arrêt pendant 3 mois. Forcément, ma réponse a été de dire « Excusez-moi, mais je peux pas, j'ai un déplacement jeudi. » Merci d'ailleurs à lui qui a réussi à mettre la limite là où je ne la mettais pas et il m'a dit « Stop, clairement, vous êtes en burn-out. » Ce mot, je l'ai pris comme un boomerang. Petit rappel, donc le burn-out, c'est le syndrome d'un épuisement professionnel qui est lié à un stress chronique au travail. Les symptômes principaux sont fatigue, insomnie, maux de tête, l'impression d'être vide, anxieux, irritable. On a l'impression de servir à rien, il n'y a plus de sens nulle part. Ce qui est important de comprendre, c'est que le burn-out, c'est pas une maladie au sens strict. C'est un syndrome d'un déséquilibre entre les exigences professionnelles et les ressources personnelles. Le burn-out n'est pas seulement lié à la pression au travail. Il y a des études récentes qui sont sorties qui disent que la pression au travail, ça fait partie des facteurs, mais c'est pas le facteur principal.
le facteur principal serait la dégradation de la relation. Autrement dit, on n'arrive pas à poser ses limites, on se sent seul, on a l'impression d'étouffer. Ce qui est aussi important, c'est que le burn-out, ça touche tout le monde et tous les métiers. Et plus le corps est touché, plus ça veut dire que vous êtes à un stade avancé de votre burn-out, et si vous ne le prenez pas en considération rapidement, ça peut se terminer en dépression. Donc c'est officiel pour moi, je suis en burn-out. Et là, c'est l'effondrement identitaire total. Les premières semaines d'arrêt ont été un vrai enfer pour moi. Parce que sans le boulot, qui j'étais finalement? J'étais plus la Marine performante commerciale, j'étais la Marine au fond de son lit qui n'arrête pas de pleurer. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais complètement confondu être et faire. J'avais basé toute mon identité sur mes résultats. S'ensuit donc une longue traversée du désert avec un accompagnement thérapeutique. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est vraiment passé pendant ces différents mois, voire ces années. Parce qu'il a fallu que je me reconstruise, mais avant tout, il a fallu déconstruire. Spoiler alerte, un burn-out, ça ne se soigne pas par des vacances. J'ai donc dû déconstruire littéralement et déconstruire la plupart de toutes les croyances sur lesquelles je m'étais construite. Ma première révélation, ça a été de me dire que pendant 27 ans, je m'étais construite sur 3 fausses croyances. Fausses croyances qui étaient étroitement liées aux dictons familiaux. Première croyance, si c'est pas parfait, ça vaut rien. Deuxième, donner c'est recevoir. Et troisième, si tu n'es pas forte, t'es faible. Ces croyances, ça vient de ce qu'on appelle un cadre de référence. Le cadre de référence, c'est tout notre écosystème, notre éducation, qui fait que l'on se construit dès l'enfance. Mes dictons familiaux à moi, c'était par exemple « vivons heureux, vivons cachés ». On ne montre rien, soit pour pas embêter les autres, soit pour éviter des jalousies. Deuxième dicton, il ne faut jamais partir fâché. Autrement dit, c'est la paix à tout prix. On met de côté ses émotions, on dit pas quand on est en désaccord, on garde la poker face, même quand il y a des conflits. Résultat, on tombe dans un espèce de perfectionniste relationnel constant. Et tout ça, ça crée un mélange de croyances de « il faut être forte, il faut être parfaite et surtout il faut pas faire de vagues ». C'est Christina Maslach, une experte en burn-out, qui dit que le syndrome du burn-out est extrêmement lié au déséquilibre entre les attentes professionnelles et les ressources personnelles. Et que ces attentes et ces ressources sont elles-mêmes liées à notre histoire et à notre éducation. Tout ça, ça crée des espèces de mécanismes inconscients qu'on appelle des drivers, mais il y a aussi plein d'autres concepts sur ce sujet-là qui montrent à quel point on est façonné dès l'enfance. En même temps, c'est logique, l'enfance, c'est là où on se construit et ça va forcément avoir un impact sur qui on sera plus tard. Ma révélation numéro 2, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est de confondre valeur et résultat. Et celle-là, elle faisait plutôt mal parce qu'en fait, j'ai construit toute mon identité sur mes résultats, sur mon job et sur mes compétences. Le problème, c'est que si ma valeur dépend de mes résultats, quand il n'y a plus de résultats, il n'y a plus personne. Et quand je suis en arrêt, il n'y a plus personne non plus. Et ma troisième révélation, ça a été de comprendre pourquoi je n'avais pas demandé de l'aide plus tôt. Tout simplement parce que j'avais honte, mais alors une honte totale. Honte de dire qu'à 27 ans, je fais un burn-out, que j'y arrive pas alors que sur papier, je devrais y arriver. Honte de pas être à la hauteur de ce que les autres attendaient. Et puis finalement, je me suis rendu compte d'un truc tout bête, c'était que la faiblesse, c'était pas de ne pas craquer, c'était plutôt de refuser de voir que j'étais complètement en plein craquage. Résultat, j'ai mis des mois à demander de l'aide. Si vous aussi, vous êtes influencé par vos croyances, par des dictons familiaux, par la honte, je sais que c'est très facile à dire quand on a la tête dans le guidon, mais surtout, osez demander de l'aide. Personne d'autre ne vous aidera, personne d'autre ne le fera pour vous. Vous êtes la seule personne qui peut vous protéger. Maintenant que j'ai mis le doigt sur toutes ces croyances, il a fallu aussi mettre le doigt sur des schémas. Les croyances, c'est dans la tête, les schémas, c'est des comportements, c'est des actions. Le premier schéma qui était pas très sain, c'était de ne pas avoir de limite. Parce que pour moi, pas de limite était égal à pas de valeur. Typiquement, un client qui m'appelle à 23h, je répondais. Un email urgent un dimanche matin, je traite. Une demande en dernière minute un vendredi à 19h, je reste. Pourquoi? Parce qu'ici, j'avais 2 croyances limitantes. D'un côté, je voulais absolument faire plaisir à ce fameux client qui appelle à 23h. De l'autre côté, je ne voulais pas montrer que je n'étais pas capable. Et puis un jour, le psy me dit « Marine, vous savez, vous n'êtes pas obligée de répondre à votre client à 23h. » Ma réponse a été exactement ça. De dire « Oui, mais si je réponds pas, il va être déçu. Et puis si je réponds pas, en fait, ça montre que je suis pas capable de gérer. » Et là, boum, ça a été une sorte de révélation. Vous savez, quand vous avez tout votre entourage qui vous dit la même chose pendant des années et que vous rencontrez une personne à un moment donné qui vous redit la même chose, et là ça rentre et ça fait un déclic, c'était exactement ça. En 2 phrases et 2 questions, je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, c'était moi et ma croyance dans le fait qu'il fallait que je sois indispensable. Ou du moins, j'avais besoin de me sentir indispensable. C'est pas pareil. Le deuxième comportement, c'est que j'avais complètement normalisé le stress. Une boule au ventre avant d'aller bosser, c'est normal. J'ai beaucoup de pression en ce moment, j'ai des gros deals, j'ai des gros rendez-vous. Insomnie pendant plusieurs nuits, ça arrive. Pleurer de temps en temps, c'est la vie.
En fait, j'avais pris cette espèce de toxicité collective comme la norme. Et ça, c'était relativement dangereux. Troisième schéma, c'était que je confondais émotion et faiblesse. C'était simple, je refoulais tout. La colère, je la ravale, la tristesse, je la cache, la frustration, je souris et ça passe. Sauf que mon corps, il a pris le relais et il a hurlé à ma place. Exemple concret, ma boss s'approprie mes résultats, je ne dis rien, je rentre chez moi, je suis en colère et j'ai des plaques rouges partout qui poussent comme des champignons. Sur le coup, je dis rien. À la maison, mon corps faisait ce que ma bouche refusait. Il disait non. C'est Lazarus, qui est spécialiste du stress, qui dit que la manière dont on a appris à gérer nos émotions pendant l'enfance détermine comment on le fera plus tard. Et ça détermine surtout notre vulnérabilité face au burn-out. Et c'est là que je boucle la boucle par rapport à mes émotions et reviens sur mes fondations pour finalement me rendre compte que les émotions refoulées, finalement, elles disparaissent pas, mais elles se transforment en symptômes. Et en même temps, c'est précisément ces schémas destructeurs qui m'ont permis de me reconstruire en profondeur. Donc concrètement, par quelles étapes je suis passée pour me reconstruire? Parce que 10 ans après mon burn-out, on peut dire que je suis passée de « je subis ma vie » à « je vis ma meilleure vie ». Et en plus de ça, j'accompagne les autres à ne plus subir. La première étape a été clairement la thérapie. La thérapie m'accompagnait déjà avant, mais ça s'est vraiment intensifié avec le burn-out. Et aujourd'hui, je suis toujours une thérapie, parce qu'en tant que coach, je ne peux pas accompagner les autres sans développement personnel. Donc au départ, j'ai travaillé sur les fondations. Ça veut dire que j'ai creusé, j'ai déconstruit, j'ai reconstruit, j'ai compris mes drivers, ces fameux mécanismes inconscients qui influencent notre comportement. J'ai compris mes patterns familiaux, mes zones d'ombre. J'ai découvert tout un tas de concepts en allant de la programmation parentale au triangle de Cartman, aux besoins non exprimés. Et j'ai eu tout un tas de prises de conscience. Mais surtout, j'ai appris quelque chose de fondamental et je pense que c'est le fil conducteur de tout ça. Ce que j'ai appris, c'est que nos émotions ne sont pas nos ennemis. On va pas se mentir, on est dans un monde rationnel. Sauf qu'à la base, on est des êtres émotionnels. Et mettre un mouchoir sur ce qu'on ressent, c'est complètement mettre de côté notre système d'alerte. C'est Brené Brown, une chercheuse américaine que j'adore, qui a beaucoup travaillé sur la vulnérabilité. Elle dit que apprendre à poser ses limites et accepter de ne pas être parfait, c'est juste essentiel pour prévenir l'épuisement. Et tout ça, ça passe souvent par défaire un cadre rigide qui vient de l'enfance. Autrement dit, on ne peut pas construire des bases solides sur des fondations pourries. Et c'est souvent pour ça que les personnes qui font un burn-out rechutent parce qu'elles n'ont pas travaillé sur leurs fondements. La deuxième étape, c'est redéfinir ses valeurs. Parce qu'en fait, une fois que les décombres ont été nettoyés, il a fallu reconstruire. Mais reconstruire quoi et surtout pour qui? Et c'est là où j'ai dû me poser des questions qui piquent, comme qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelle vie je veux vivre? Pour qui je veux être là? Quel impact je veux avoir? Et là, il y a clairement eu un avant et un après. Avant, je voulais réussir peu importe le prix. Aujourd'hui, je veux réussir en étant alignée avec qui je suis vraiment dans tous les domaines de ma vie. Ça veut dire que j'ai dû prendre conscience sur ce que je voulais vraiment et poser mes limites. Typiquement, ça veut dire que je ne sacrifierai plus jamais ma santé, mes relations, mon bien-être pour de la performance. La performance pour moi aujourd'hui, c'est de l'équilibre et de la durabilité. Et ça passe par des valeurs non négociables, comme l'authenticité, l'intégrité, donc dire ce que je fais et faire ce que je dis, avoir de l'impact, avoir de l'équilibre entre performance et bien-être. Aujourd'hui, ces valeurs sont vraiment devenues ma boussole. Ça veut dire qu'à chaque décision, je me pose la question, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. La troisième étape, c'est poser ses limites. Parce qu'avoir des valeurs, c'est bien, les respecter, c'est mieux. Et pour les respecter, il faut des limites, il faut un cadre. Par exemple, un de mes défis, ça a été de dire non sans culpabiliser. Je crois que ça a été une des choses les plus difficiles pour moi. Parce qu'en fait, dire non, c'était aller à contre-courant de 27 ans de conditionnement. Et j'ai mis du temps à le dire vraiment, peu importe la situation. Il y a plus de 5 ans, je me suis mise à mon compte. Ça a été un énorme challenge de dire non à certains clients, de pas répondre aux mails après 19h, de pas travailler le week-end, d'avoir le droit de dire je sais pas, de déléguer sans culpabilité ou de demander de l'aide. Et mine de rien, le résultat a été complètement contre-intuitif. Puisque en posant des limites, mon activité n'a pas coulé, mais au contraire, elle s'est améliorée. Pourquoi? Parce que j'étais plus présente, plus efficace, plus créative, j'avais plus d'énergie. Autre chose que j'ai dû apprendre à faire, c'est de me reconnecter à mon corps. Clairement, pour moi, mon corps à l'époque, c'était mon ennemi. Il m'empêchait de travailler, il m'empêchait d'atteindre mes objectifs. J'ai dû apprendre à en faire un allié et à l'écouter pour identifier ce qui était vraiment important pour moi. En étant dans le déni total de toutes ces plaques qu'il y avait sur mon corps, j'étais en totale déconnexion sensorielle. Bref, réussir à décoder un petit peu ce que mon corps m'envoie, c'est encore et toujours un travail de tous les jours. Pour sortir du burn-out, je suis dû sortir du triangle de Cartman. Le triangle de Cartman, c'est un concept qui a été créé par Cartman et qui met en lumière des jeux psychologiques entre deux personnes. C'est ce fameux triangle persécuteur, victime, sauveur.
L'objectif a donc été déjà de comprendre le concept, puis de réussir à le détecter pour déjà ne pas y rentrer ou en sortir quand j'y étais déjà. Parce que forcément, en restant dans ce fameux triangle, on néglige ses propres besoins. On se met soit en mode sauveur, soit en mode victime, et on veut toujours réparer l'autre ou réparer la relation. Et tout ça, c'est un cycle infini qui alimente l'épuisement et le sentiment d'étouffement. L'objectif était donc de rompre le cercle avec ma manager, de changer de posture en sortant du mode victime ou sauveur et me mettre en mode acteur, sortir de l'émotionnel et être en mode factuel. Grâce à ce concept-là, entre autres, j'ai travaillé sur la prise de conscience, sur le développement de comportements plus sains et responsables, qui ont été finalement les premières étapes pour briser le schéma et retrouver un équilibre pro-perso. À la suite de ça, en parallèle de ma reconstruction personnelle, je me suis formée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais comprendre pourquoi j'en étais arrivée là et je voulais comprendre comment est-ce qu'on fonctionnait de manière générale. C'est là où je suis rentrée dans le coaching, dans les neurosciences, dans la PNL, la communication non violente, le leadership, bref, tout plein de sujets passionnants que j'ai pu apprendre à travers des formations, de la lecture, de la pratique, de l'expérimentation et mes coachings. On dit qu'il faut à peu près 18 mois pour se remettre d'un burn-out. Je pense qu'il faut bien plus que ça. C'est tellement un sujet qui vient nous toucher sur nos fondements, sur notre identité, qu'on peut travailler dessus pendant des années. Et je crois que moi, ça fait pas si longtemps que je vois vraiment ce burn-out comme un cadeau, comme une révélation. Avec cette expérience, mon histoire, mes formations, mes lectures, j'ai l'impression d'avoir développé un espèce de radar qui me permet de mettre en lumière ces fameux freins invisibles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, ou qui fait que tout simplement, on est en train de subir sa vie, son rôle, le changement, bref, n'importe quoi. Depuis que j'ai opéré ce virage à 360, j'ai accompagné une centaine de dirigeants et de managers, tous avec leur histoire, leur blocage, leur burn-out potentiel ou réel. Donc on va pas se mentir, vivre ce genre d'expérience et travailler dessus, c'est pas agréable tous les jours. Mais même s'il y a 7 ans, j'aurais donné n'importe quoi pour ne pas être dans cet état-là, aujourd'hui, je remercie cette version de moi. Parce qu'en fait, mon burn-out, c'était pas un échec, c'était une boussole qui m'envoyait plusieurs messages. Le premier, tu t'épuises parce que tu confonds valeur et résultat. Tu refuses tes émotions parce que tu as appris à être forte et que tu préfères ne rien montrer que de montrer que tu es faible. Tu poses aucune limite parce que tu penses que pour être respecté, il faut être aimé et il faut gérer quoi qu'il arrive. Et vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes certainement pas là par hasard. Alors, laissez-moi vous dire un truc. Vous pouvez continuer à ignorer les signaux. Je l'ai fait pendant 6 mois. Vous pouvez continuer à vous dire « ça va passer », comme je l'ai fait. Vous pouvez continuer à penser que demander de l'aide, c'est de la faiblesse, comme je l'ai pensé. Mais sachez un truc, votre corps ne vous laissera jamais le faire éternellement. Forcément, un jour ou l'autre, vous aurez un retour de bâton et il va vous forcer à vous arrêter. Et là, ce sera extrêmement douloureux parce que vous ne l'aurez pas décidé. Alors, est-ce que vous préférez vous arrêter avant ou après le crash ? Le burn-out, c'est pas une faiblesse, c'est pas une honte, c'est pas un échec. C'est un message et ce message c'est, il est temps de revenir à toi. Moi, j'ai mis des mois à me reconstruire. Des mois de souffrance inutile, des mois où j'aurais pu demander de l'aide, des mois où j'ai aggravé les choses, des mois où je me suis abîmé mon corps et ma santé. Alors s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur. Votre burn-out est finalement la meilleure chose qui puisse vous arriver, à condition que vous écoutiez ce qu'il a à vous dire. Vous aussi, vous avez le droit à une vie entre performance et bien-être. Vous avez le droit d'être épanoui et aligné. Mais ça commence par 3 décisions. Celle de ne plus vous trahir, de regarder vos angles morts et de vous poser cette question. Quelle part de moi suis-je en train de sacrifier en ce moment ? Alors commencez aujourd'hui par une petite chose, une limite, une question honnête, une demande d'aide. Mais commencez, votre futur vous remerciera. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas, j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, j'ai beaucoup apprécié l'affaire. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde à travers ces vidéos. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les partager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon petit déjeuner, bref, à bientôt.